Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire. Nous venons d'ouvrir la diffusion du webinaire, donc on va attendre quelques secondes, le temps que tous les participants qui étaient connectés en attente nous rejoignent dans cette salle de webinaire virtuelle. Pour quelques secondes de patience, s'il vous plaît, puisque je vois que le compteur monte et qu'il est juste 9 heures. Donc, l'avantage des webinaires, c'est qu'on peut commencer à l'heure, mais on va quand même attendre une petite minute réglementaire, le temps que tout le monde nous rejoigne pour cette présentation et notre panel. Bon, je propose qu'on commence. Il y a encore des spectateurs qui nous rejoignent, mais on va quand même démarrer ce webinaire. Donc, bonjour à tous et bienvenue. Je suis Patricia Laurent, cofondatrice donc, du média Green Univers. Green Univers, la plupart d'entre vous nous connaissent, mais un petit rappel néanmoins, nous sommes le média 100% web spécialisé dans l'information économique sur la transition énergétique, sur les marchés des énergies renouvelables, l'efficacité énergétique, énergie pour la mobilité. Et donc, en plus de notre média, des articles quotidiens publiés par la rédaction sur notre site Internet, eh bien, nous organisons, alors avant, on organisait des conférences et depuis la crise sanitaire et le confinement, on est évidemment passé plutôt au mode webinaire. La thématique emploi, recrutement, salaire que nous allons donc aborder ce matin, c'est une thématique qui nous intéresse depuis plusieurs années. Nous publions aujourd'hui, et c'est la raison d'être de ce webinaire, l'édition 2020 de notre enquête annuelle sur les salaires et le recrutement, axée plutôt pour les cadres des énergies renouvelables, étude qui est réalisée avec le cabinet Elatos, qui est notre partenaire depuis le départ, depuis 3 ans, donc pour cette étude. Nous nous intéressons aussi tous les jours à d'autres aspects, au changement de poste avec une rubrique nomination, et nous proposons aussi des offres d'emploi dans une rubrique dédiée qui sont plutôt orientées sur les cadres pour les entreprises de la transition énergétique, dont les énergies renouvelables. Donc, je vous invite à aller visiter ces pages en tant que recruteur ou en tant que candidat, puisque vous êtes un peu les deux profils participants à ce webinaire. Alors, ce dossier qui sort aujourd'hui et ce webinaire s'inscrit évidemment dans un contexte un peu particulier. Il y a quelques jours, il y a l'APEC qui a sorti son étude annuelle sur les cadres, qui parlait un peu d'un coup de frein sur la hausse des rémunérations des cadres en 2020 en raison de la crise sanitaire, évidemment avec les parts variables qui devraient être plus affectées. Alors, qu'en est-il dans les énergies renouvelables? Eh bien, c'est ce que l'on va aborder dans quelques minutes. Quelles sont les tendances? Quels sont les besoins de recrutement des entreprises? Quel type de poste? Où vont-elles chercher les candidats? Et qu'est-ce qu'elles peuvent ajouter dans les packages pour aller au-delà du salaire et attirer les candidats qu'elles souhaitent intégrer? Donc, nous allons aborder maintenant ces thématiques-là. Je vais vous présenter notre panel, nos intervenants de ce matin, donc en commençant par notre partenaire, Jens Speaking, donc, qui est président du cabinet de recrutement Elatos, cabinet de recrutement que je pense que vous connaissez tous bien, mais qui est donc spécialisé dans les énergies renouvelables. Laura Blenard, qui est chargée de recrutement pour la société Urbasolar, des belles PME ETI dans les énergies renouvelables en France. Régis Olives, qui est directeur de l'école d'ingénieurs SupENR et qui est donc en direct de Perpignan, où se trouve l'école, et Patrick Simon, qui est directeur général de EDPR France et Belgique, EDPR qui est bien sûr renouvelable, qui est bien sûr filiale du groupe portugais
EDP. Une petite précision avant de laisser la parole à Romain Chiche-Portiche, journaliste à Green Univers qui réalise ce dossier et qui animera la table ronde. Vous pouvez, n'hésitez pas à poser des questions par chat. Les participants, les spectateurs ont la possibilité de poser des questions par chat. On en prendra une première série quand tout le monde, tout notre panel aura réagi un peu à l'étude et aura pris la parole. Et puis, on reprendra une seconde série de questions à la fin de ce webinaire. Voilà, écoute Romain, je te donne la parole pour la présentation de l'étude. Merci beaucoup Patricia pour cette introduction. Donc j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter l'étude 2020 sur les salaires. J'ai préparé quelques slides. Voilà. Normalement, vous devriez les voir. Voilà. Donc c'est l'étude 2020. Je fais un petit point sur la méthodologie parce que c'est souvent une question qu'on nous pose. Comment fonctionnez-vous? Comment réalisez-vous cette enquête? Donc cette enquête, en fait, elle est réalisée à partir de données de recrutement, de données réelles du cabinet Elatos, qui chaque année recrute pour le compte d'entreprise des profils de cadres, souvent des profils à haute responsabilité. Donc c'est la réalité des recrutements qui ont été réalisés par Elatos l'année dernière. Ce sont des échantillons représentatifs. Lorsqu'ils ne l'étaient pas, nous avons cumulé les recrutements de 2018 et 2019 pour qu'ils le soient. Donc, ça a vraiment vocation à montrer la réalité du terrain. Ce n'est pas pour autant une grille de salaire du secteur ENR. Je préfère tout de suite le préciser. Voilà, on peut pas. L'idée, c'est pas de venir avec l'étude de Green Univers pour négocier son salaire. C'est plutôt une photographie des recrutements qui ont eu lieu assez récemment et qui donne un petit peu le pouls du marché de l'emploi dans le secteur des énergies renouvelables. Pour plus de précision, cette étude est toujours recoupée par des interviews avec des dirigeants d'entreprises du secteur, avec des responsables de ressources humaines, dont certains ont eu la gentillesse de bien vouloir accepter notre invitation pour cette conférence. Pour confirmer ou infirmer les tendances qu'on a pu dégager dans cette étude. Voilà, donc ça c'est pour le côté un petit peu méthodologique. Quel est le profil finalement des ENR en 2019 ? Il est assez ressemblant à celui de l'année précédente. Il y a une certaine inertie qui est assez logique. C'est essentiellement un homme. 79% des cadres qui ont été recrutés par Elatos l'année dernière étaient des hommes. Une moyenne d'âge de 38 ans. Et un profil assez diplômé, ce qui est assez logique puisque nous parlons de profils de cadres, donc généralement des salariés qui ont au moins un diplôme Bac+3, ils sont 80% à être diplômés au moins d'une licence, et ils sont quasiment la moitié à avoir un profil d'ingénieur, ce qui est encore une fois assez logique puisqu'on est quand même sur un secteur industriel, donc qui nécessite des compétences d'ingénieur. Dans la réalisation, par exemple, d'un parc éolien, d'une ferme solaire, vous avez besoin d'ingénieurs. C'est normal. L'ancienneté moyenne dans l'entreprise avant d'avoir changé, évidemment, c'est environ 6 ans. C'est un point intéressant et c'est un point sur lequel nous reviendrons probablement durant le débat, puisque c'est peut-être une moyenne qui aurait tendance à diminuer à travers les années. En termes de répartition géographique, là encore, peu de surprises par rapport à l'année dernière. Si vous travaillez dans les ENR, a priori, vous avez 2 chances sur 3 d'être effectivement beaucoup d'entreprises du secteur. Ou alors dans le sud-est, il y a un nombre assez élevé de développeurs, notamment solaires, mais pas que, qui sont basés à Montpellier, à Perpignan et ailleurs. Donc voilà, donc dans un cadre du secteur des ENR a priori 2 chances sur 3 de travailler soit en Île-de-France, soit dans le sud-est. Un petit mot sur les compétences des profils. Elles sont évidemment opérationnelles, comme souvent, mais on voit monter de plus en plus des besoins, des recherches de compétences et opérationnelles et financières. Avoir cette double casquette aujourd'hui dans le secteur des ENR est vraiment l'assurance sur le marché de l'emploi. Il faut savoir que le secteur des énergies renouvelables est un secteur qui était très réglementé, avec des tarifs d'achat qui étaient fixés, et que c'est un secteur qui s'avance progressivement, mais sûrement, vers des mécanismes de marché.
et ce qui explique le besoin de profils plus financiers, justement pour appréhender et pour rentrer dans, dans ces nouveaux mécanismes de marché, la commercialisation de l'électricité par exemple, ce genre de choses. Le temps moyen de recrutement en 2019 chez Elato, c'était 5,5 mois, donc quasiment un semestre pour le recrutement. C'est finalement assez logique et c'est ce qui nous amène aux tendances qu'on a pu confirmer. Donc, les entreprises ont des difficultés à recruter certains profils. Il y a vraiment des profils où on peut parler même de pénurie, où vraiment ça s'arrache à prix d'or et c'est très difficile de trouver des candidats. De fait, le temps de recrutement est forcément plus long que la normale et ça tire les salaires vers le haut. Ça aussi, on va le voir dans la suite de l'étude. Un petit mot entre les technologies, c'est toujours intéressant de voir les différences. Pendant des années, l'éolien était plutôt plus rémunérateur. On avait constaté un petit changement de tendance l'année dernière. Cette année, visiblement, les rémunérations entre solaire et éolien tendent à se resserrer, ce qui est une tendance assez nouvelle. En revanche, dans le secteur du biogaz, nous constatons des rémunérations qui restent tout de même inférieures à celles qui peuvent être observées dans l'éolien et le solaire, une tendance qui se confirme avec les années, même si les rémunérations ont tendance un petit peu à augmenter. Patricia Laurent a fait référence à l'étude de l'APEC très récente qui expliquait en effet que les salaires se stabilisent en 2020. C'est important puisque l'étude porte sur l'année 2020, tandis que les recrutements et les chiffres de l'étude que nous présentons aujourd'hui sont sur les salaires négociés en 2019. Donc, comparaison ici n'est pas forcément très pertinent, mais c'est quand même intéressant, c'est une tendance. Il sera intéressant surtout de voir si cette tendance s'applique aussi au secteur des énergies renouvelables, ou est-ce que ce déséquilibre entre l'offre et la demande, finalement, fait que les rémunérations continuent à augmenter. On posera la question à nos intervenants. En termes de salaire, donc des salaires qui sont assez élevés, qui sont généralement plus élevés que la moyenne des cadres en France. L'industrie des énergies renouvelables est une industrie qui est assez rémunératrice et les jeunes diplômés peuvent prétendre assez rapidement à des salaires qui sont tout à fait conséquents, proches des 40 000 euros dans certaines conditions, dans certains cas et dans certaines entreprises, pas toutes évidemment, dès la sortie d'école, ce qui est tout de même particulièrement intéressant, me semble-t-il. Dernière tendance que nous avons notée particulière, c'est le salaire des juniors. Ça se rapproche finalement de ce que je viens de dire, peuvent s'élever rapidement. Donc, ils entrent dans l'entreprise souvent avec des salaires qui sont plutôt intéressants. Et fait notable, ils peuvent faire des bonds dans la rémunération très rapidement. Après quelques années, à peine 2-3 ans, à la faveur d'un changement d'entreprise, les rémunérations peuvent très très vite monter. C'est ce qu'en tout cas nous avons observé dans cette étude. Je vais vous donner quelques exemples de salaires, des exemples qui sont parlants, soit parce qu'ils ont montré une progression tout à fait significative d'une année sur l'autre. C'est le cas par exemple des responsables construction dans l'industrie solaire, expérimentés entre 6 et 10 ans d'expérience, donc c'est déjà une certaine expérience. Ils s'arrachent à prix d'or entre l'année dernière et cette année, enfin plutôt entre 2018 et 2019 pour être tout à fait précis. Le cabinet Elatos a noté une moyenne de rémunération qui est passée de 42 000 à 5 000 euros brut annuels, uniquement sur la partie fixe, naturellement, ce qui est tout à fait conséquent. Idem pour le responsable financement multi-UNR. Donc les multi-UNR, c'est quoi? C'est les entreprises qui ne sont pas spécialisées dans une technologie, qui font et de l'éolien, et du solaire, de la méthanisation, peut-être demain du stockage, voire de l'hydrogène, très à la mode ces temps-ci. Dans ces entreprises-là, les profils financiers se sont vraiment arrachés à prix d'or. On est passé en 2018 d'une moyenne de rémunération de 39 000 euros annuels à 64 000 en 2019 sur des profils relativement juniors de 2 à 5 ans. Ça confirme finalement les tendances qu'on a pu observer précédemment.
Évidemment, tous les salaires n'augmentent pas. J'ai mis un exemple de responsable prospection éolien très expérimenté, au-delà de 10 ans d'expérience, où on a constaté une stabilisation entre 2018 et 2019 à 71 000 euros annuels bruts, ce qui est tout de même tout à fait conséquent. Donc, stabilisation certes, mais rémunération conséquente tout de même. Je termine par un poste qui laissera rêveur sans doute bon nombre d'entre vous, le poste de directeur général d'une entreprise solaire, d'un développeur solaire, très expérimenté, donc avec plus de 10 ans d'expérience. Clairement, là, on est sur un profil de cadre qui est presque là depuis le début des ENR en France. L'explosion de l'industrie solaire, finalement, date du début des années 2010. Donc, un directeur général qui aura plus de 10 ans d'expérience, c'est quelqu'un qui est finalement un des pionniers du secteur. Ces efforts seraient tout à fait récompensés aujourd'hui. On est vraiment sur des rémunérations tout à fait intéressantes. Elles passent de 150 000 euros bruts annuels en 2018 à 169 000 euros. Ce sont les profils, les recrutements qui ont eu lieu l'année dernière sur ce type de poste, très recherché car très expérimenté. Donc voilà, des salaires tout à fait intéressants. Ce ne sont que des exemples. Il y a de nombreuses fiches de poste dans l'étude qui sera publiée à la fin de cette conférence sur notre site. Donc, je vous invite tout simplement à retrouver l'intégralité de ce dossier sous forme de 2 articles distincts qui seront en accès libre. Donc, vous n'aurez pas besoin d'être abonné à Green Univers pour pouvoir les lire. Et vous serez bien entendu invité à lire tout ce que nous faisons d'autre sur notre site. Voilà pour la présentation de l'étude. J'espère que je n'ai pas été trop long. Ce que je me propose de faire, c'est de donner la parole à notre partenaire, James Beeking, grâce à qui nous avons pu réaliser cette étude, puisque c'est grâce à ces données que nous avons pu dégager ces tendances. James, déjà, dites-nous un petit peu votre interprétation de ces résultats-là. Et peut-être une première question plus précise. On a vraiment constaté une poussée des rémunérations sur les profils les plus juniors. Comment est-ce que vous l'interprétez? Merci Romain, merci aussi à Patricia et aux nombreux participants d'avoir organisé ce webinaire et de participer à ce webinaire. Donc, effectivement, comme vous l'avez dit un peu plus tôt, c'est une photographie. Ce sont les tendances aujourd'hui qu'on voit. Je pense, ce que vous avez dit aussi, il ne faut pas utiliser ça comme un argument maintenant de renégocier son niveau de rémunération en sortant de ce webinaire. C'est plus une photographie qui donne une tendance et qui reflète aussi un certain nombre de phénomènes. Je pense le premier phénomène qu'on peut tout à fait caractériser comme l'attractivité du secteur des ENR est toujours forte. Le secteur attire les compétences, aussi d'autres secteurs d'activité. Les gens, il y a une forte demande aussi d'entrer dans ce secteur. Et je pense l'effet Covid participe aussi à cela. Et ce que vous avez dit un peu plus tôt, l'étude porte sur les salaires 2019. Alors, on a aussi déjà commencé à intégrer les niveaux de rémunération de 2020. Donc, il y a déjà un premier effet, juste précision, Covid qu'on peut constater. Mais on peut dire qu'on a senti le Covid dans les ENR, mais on ne l'a pas subi. Donc, le secteur continue à créer de l'emploi. Le secteur continue à évoluer aussi en matière de rémunération. Donc, en termes de rémunération, les niveaux de salaire sont plutôt stables, voire augmentent. Et on voit ça, comme vous l'avez dit, dans l'éolien et dans le solaire. Et je pense, un constat est certainement, on peut le regretter, on peut l'accepter, changer d'entreprise paye. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est le cas parce qu'il y a une forte pénurie de main-d'œuvre dans le secteur. Il y a un intérêt certain
d'acteurs qui ne sont pas aujourd'hui dans les ENR ou qui souhaitent y rentrer ou qui souhaitent renforcer leur présence. Donc, c'est aussi le fruit d'une concentration du marché et l'émergence de nouveaux acteurs, que ce soit les fonds d'investissement, que ce soit les énergéticiens qui renforcent aussi leur position dans le secteur. Donc la mobilité professionnelle, elle est fortement poussée à la fois par un besoin important en matière de main-d'œuvre, mais aussi par un intérêt fort des candidats et surtout aussi des professionnels de travailler dans ce secteur. Donc ce qu'on constate, c'est cet intérêt se traduit à la fois par des passerelles, qu'on peut certainement, on peut en parler un peu plus tard dans cette étude ou dans ce webinaire, qui sont en train de se mettre en place, qui sont même en train de se renforcer. Et c'est logique aussi, parce que dans un marché qui évolue, de recruter toujours les mêmes profils qu'on a l'habitude de trouver dans le secteur, ce n'est pas non plus la solution pour créer une dynamique et pour renforcer cette dynamique. Donc, il faut s'ouvrir vers d'autres secteurs d'activité. Et ça veut dire aussi qu'il faut savoir attirer les profils qui travaillent aujourd'hui dans les secteurs où le niveau de rémunération peut être différent, peut être plus élevé aussi, et qui sont parfois même prêts aussi à faire des concessions afin de pouvoir entrer dans les ENR, mais qui, en arrivant dans les ENR, arrivent quand même à atteindre un niveau de rémunération qui, pour le secteur des ENR, peut paraître élevé, même s'ils ont, en tant que candidats, fait des concessions, en baissant parfois leurs prétentions. Donc, je suis pas surpris par le fait que, ce que vous avez montré, il y a certains profils qui, depuis de longues années, sont sur le même niveau, sur le même poste, ont parfois des niveaux de rémunération qui peuvent être inférieurs à quelqu'un qui est depuis 2-5 ans sur le même type de poste. Donc, on pourrait dire qu'il y aurait une expertise ou une expérience moindre. Et pourtant, c'est aujourd'hui cette mobilité, cette capacité à s'orienter vers d'autres fonctions, vers d'autres entreprises que le marché en or. Très bien. Peut-être une petite réaction par rapport à l'étude de l'APEC. Vous avez dit que vous ne sentiez pas début 2020 une modération salariale, c'est bien ça? Est-ce que le secteur de ce que vous voyez au premier semestre, est-ce que le secteur des ENR finalement poursuit sa dynamique comme avant, ou est-ce que tout de même on peut anticiper une certaine modération salariale due à la crise économique qui semble poindre devant nous? Je vais le dire comme ça, je pense que la croissance n'est pas aussi forte comme elle a été les années avant, mais elle continue. Donc, le secteur continue à recruter et le secteur continue à proposer des niveaux de rémunération qui sont plutôt plus élevés que les années précédentes. D'une façon générale, on constate quand même qu'il y a un afflux de capitaux, soit par l'arrivée de nouveaux acteurs comme les fonds d'investissement, qui aujourd'hui, c'est un phénomène assez intéressant, qui aujourd'hui n'achètent pas que des actifs, mais sont en train de se pencher aussi sur l'acquisition de structures, voire la création de structures, notamment dans le développement. Et ça a un impact aussi sur le niveau de rémunération qui est proposé pour attirer rapidement des profils qui sont autonomes et qui savent générer de la valeur dans des délais plus ou moins courts. Donc,
il y a une vraie demande pour des profils confirmés. Et ça continue, malgré la crise Covid. Donc, on l'a senti au début de la crise qu'il y avait quand même un ralentissement, mais ça ne s'est pas confirmé par la suite. Au contraire, il y a une dynamique après un certain temps d'attente qui s'est réinstallée. Et cette dynamique continue et va, à mon avis, aussi avec les plans de relance ou le plan de relance qui est annoncé, va certainement continuer à court et à moyen terme. Oui, vous avez raison de le souligner. C'est vrai que la transition écologique tient une bonne place dans ce plan de relance. Le secteur des énergies renouvelables, globalement, peut s'appuyer sur une programmation pluriannuelle de l'énergie. Alors, c'est un terme un peu barbare pour ceux qui ne connaissent pas. C'est finalement les objectifs de la stratégie énergétique française déclinés sur plusieurs années. On vient juste de ressusciter le commissariat au plan, mais il faut savoir que dans l'énergie, on prévoit 4 à 8 ans à l'avance systématiquement les objectifs, et les énergies renouvelables ont devant elles, jusqu'en 2028, des objectifs qui ont été fixés et qui sont tout à fait ambitieux, donc qui portent effectivement cette tendance que vous nous avez confirmée, et je vous en remercie, Jens. On va passer à nos intervenants, puisqu'ils sont les premiers concernés par ces recrutements et par ces tendances sur les salaires. Peut-être commencer par vous, Monsieur Patrick Simon. Peut-être, est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement votre société, donc Energias de Portugal Renewables, et nous dire ce que vous inspire cette étude, et si vous avez observé à votre niveau les tendances qu'on a pu dégager. Bonjour à tous. EDP Renouvelable, c'est donc la filiale renouvelable du groupe portugais EDP, grand énergéticien, présent pour ENR Renouvelable, on est présent dans 14 pays, environ 1500 personnes. Moi, je vais parler de la France et Belgique en l'occurrence, dont je suis le directeur général. Aujourd'hui, nous sommes 80 personnes et en croissance. Alors, les réflexions que m'inspirent les résultats que vous avez présentés, d'abord, je dirais par rapport à ce que vous avez dit juste avant, EDP continue à recruter. EDPR en France, on est passé de 40 il y a 3 ans et maintenant on a doublé puisqu'on est 80. On a embauché 20 personnes en 2020. On va certainement continuer sur cette tendance et continuer à embaucher massivement en 2021. Donc vous le voyez même en période Covid. C'est-à-dire que ça n'a pas du tout freiné notre rythme de recrutement puisqu'on est sur des activités de long terme. Alors voilà ce qui me vient pour compléter ce qui a été dit. Il y a une chose qui m'a marqué dans la réflexion, c'est les jeunes qui ont 3 ans d'expérience. Aujourd'hui, je trouve que c'est là le principal décalage qu'on peut observer avec le marché. Le salaire d'embauche des jeunes, il est, on va dire, raisonnable. Il est élevé, mais raisonnable. 40 000 €, c'est ce que vous avez affiché. Il me semble que c'est assez cohérent avec ce que j'observe dans mon entreprise. Ce qui est vrai, c'est qu'au bout de 3 ans, il y a une pression sur les personnes en place et on va considérer que ces personnes, elles ont de l'expérience parce qu'elles ont 3 ans, elles ont travaillé 3 ans dans les ENR et elles sont chassées à des niveaux de salaire qui, selon moi, me paraissent déraisonnables. Et en tout cas, et on peut comprendre que certaines personnes acceptent des offres. En interne, on va dire, la progression est moins forte que ce qu'on peut observer si le candidat ou la personne change d'emploi. Et ça, pour moi, ça pose. Là, on a le problème principal, parce qu'après, on pourra parler des profils plus seniors, des managers. Je pense que les situations sont différentes et moins problématiques. C'est difficile de rivaliser avec une personne qui est chassée à 60 000 € alors qu'elle a 3 ans d'expérience. Et j'ai au moins 2 cas concrets pour illustrer cette situation. Alors moi, ce que je dirais, c'est 2 choses. D'abord, il faut faire attention à l'illusion d'être un senior. Quand on a travaillé 3 ans, on a encore tout à apprendre. Moi, je vois que les personnes qui sont dans cette situation, d'un coup, se mettent à rêver et à penser qu'elles sont effectivement des personnes seniors. Ils n'ont même pas 30 ans. Selon moi, leur parcours professionnel ne justifie pas du tout une telle progression. Je pense qu'il faut rester modeste et se dire j'ai encore beaucoup à consolider, à apprendre, aussi bien sur les fondamentaux techniques que sur le comportement, la discipline dans l'entreprise, etc. Donc, attention à cette illusion
Et je pense que les personnes doivent garder la tête froide. Ensuite, il faut bien avoir en tête pour les personnes qui sont concernées par ces situations que le salaire, ce n'est pas tout. Il faut regarder tout l'environnement du poste en plus du salaire. Et je pense que ça, si c'est important, on doit faire son choix pas uniquement sur une question de salaire, mais sur une question de conditions de travail, bien évidemment, de façon générale. Aussi, on doit regarder le management. Est-ce qu'on se sent proche du management? Est-ce qu'on finalement on sent qu'on va bien s'intégrer dans l'entreprise? Tout ce qui entoure en fait le travail, c'est la formation, le métier, le rôle, les responsabilités qu'on va accorder à la personne. Il faut se projeter un petit peu dans le futur. Quels sont les parcours professionnels qui sont proposés? Est-ce qu'il y a une dimension internationale aussi, par exemple? Je dirais aussi les valeurs. Et quand Jens mentionnait l'arrivée des fonds d'investissement, je pense qu'il y a une vraie question à se poser pour une personne qui cherche un emploi ou qui veut changer de poste sur les valeurs de l'entreprise. Je pense que les valeurs d'un fonds d'investissement ne sont pas du tout les valeurs d'un développeur historique. Je pense que c'est tout simplement une question que doit se poser la personne. Est-ce qu'elle va se sentir à l'aise à travailler pour une entreprise qui est historiquement un développeur ou pour un fonds d'investissement? Il y aura probablement d'autres motivations. Donc je pense que ça, c'est important. Surtout que souvent, les personnes qui sont attirées par les ENR sont animées de la passion pour l'écologie, la passion pour la transition énergétique. Il y a un esprit ENR. Et je pense que cet esprit ENR, il a un prix aussi. Il faut se poser la question, est-ce que j'ai envie de travailler pour une entreprise qui est proche du territoire, qui va axer son action sur la dimension humaine, ou est-ce qu'on a envie de parler tous les jours de taux de retour sur investissement ou d'indicateurs financiers? Donc, et sans aucune... pour moi, ça pose un problème. C'est juste une question que doit se poser le candidat. Donc, voilà les réflexions que m'inspire le début de la conversation. J'ajouterai, si j'ai une minute de plus dans cette première intervention, pour dire, on a parlé beaucoup des profils d'ingénieurs. Pour ma part, et pour les métiers de développeurs, j'ai changé un petit peu ma vision du métier et je pense que la dimension technique pour un chef de projet, par exemple, de développement, me paraît moins importante que la dimension humaine. Notre métier, c'est avant tout la capacité à travailler avec un territoire, avec des riverains, avec des propriétaires, avec des élus. Et ça a une dimension, ça suppose une capacité de communication, d'expression, d'empathie avec les préoccupations locales. Et je pense que, moi, ce que j'observe, c'est que des profils, par exemple, de type Sciences Po, me plaisent souvent davantage que des profils d'ingénieurs, parce que les aspects techniques, finalement, c'est assez simple à résoudre, alors que les aspects humains sont souvent ceux qui font trébucher les projets de développement. D'accord, merci beaucoup pour cette première interprétation. Je vais donner la parole à Laura Blenard, donc chargée de recrutement chez Urbasolar, qui est un développeur solaire spécialisé dans le solaire du sud de la France. Est-ce que vous constatez vous aussi ces tendances-là et finalement partagez-vous un petit peu l'avis de Patrick Simon en l'espèce? Oui, tout à fait. Alors oui, je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Monsieur Simon. En l'occurrence, c'est vrai que je pense que le secteur des ENR attire toujours autant et d'autant plus depuis la crise du Covid, parce que ça a animé quand même, je pense, certaines consciences. Donc, ça attire de plus en plus. Néanmoins, les profils expérimentés restent rares. Donc, on va avoir tendance à être en concurrence finalement entre entreprises du secteur pour avoir pour obtenir ces profils. Donc, évidemment, ça passe par le salaire. Donc, je pense que ça explique l'augmentation des rémunérations, notamment chez les jeunes ingénieurs. Après, pour vous présenter un peu Urbasolar, donc comme vous l'avez dit, on se positionne comme le premier spécialiste français du photovoltaïque, puisqu'on produit uniquement, nous, ce type d'énergie, ce qui nous permet finalement de proposer une véritable expertise dans le développement, financement et construction d'exploitation de centrales solaires, de grande taille évidemment. On propose, nous, 4 types d'applications, donc ça va être soit des centrales au sol, des ombrières de parking, des toitures et également des serres agricoles.
Pour vous donner quelques chiffres qui sont pour moi intéressants, Urba Solar, donc, on exploite actuellement 550 MW de centrales photovoltaïques qui ont été développées et construites par nos équipes. En termes de projets futurs, le groupe possède un portefeuille de projets de plus d'1,8 gigawatts en France et aussi à l'international, hein, on en a parlé, ce qui va nous amener à plusieurs gigawatts d'exploitation d'ici 2-3 ans. Et en termes d'appel d'offres, aujourd'hui on est numéro 2, toute application confondue, ce depuis le lancement en 2012, donc juste derrière un grand gazier et devant un pétrolier. Alors, vous l'avez compris, nous on est en très forte croissance, hein, comme à peu près toutes les entreprises du secteur, je pense. Donc c'est une croissance à 2 chiffres. Et au niveau du recrutement, on a actuellement en permanence finalement à peu près une trentaine de postes ouverts. On va recruter des CDI, mais aussi des apprentis, des stagiaires. Principalement, je pense qu'on est quand même en recherche de personnes, donc des profils plutôt ingénieurs, hein, même si on s'ouvre à d'autres types de profils, mais on va quand même avoir des préférences en termes de compétences et en termes aussi également de formation, hein. Ce qu'on va rechercher également, c'est des personnes qui sont passionnées. Vraiment cette envie de rejoindre finalement le groupe ce qui nous différencie, c'est vraiment le fait qu'on soit à taille humaine, hein, puisqu'on a actuellement un peu plus de 200 collaborateurs, donc basés à Montpellier au siège et puis dans les différentes agences en France. Il y a cette culture d'entreprise qu'a expliqué Monsieur Simon, hein, donc on la retrouve aussi chez Urba Solar, dans le sens où les collaborateurs sont vraiment impliqués et soudés. La direction générale, donc les fondateurs Stéphanie Andrieux et Arnaud Mine sont toujours présents avec nous au quotidien, ce qui donne également ce côté finalement proximité. Donc les profils qu'on va rechercher, nous, c'est très varié, hein. Je peux vous donner quelques exemples, hein, mais ça concerne vraiment des domaines très différents. Évidemment des ingénieurs d'études, mais c'est également des chargés d'affaires. On a parlé de la partie prospection, développement des projets. Ça peut être aussi construction, hein, des chefs de projet construction, des conducteurs de travaux. Et puis on cherche aussi des juristes spécialisés dans les ENR. Voilà. Après le dénominateur commun, pour moi, je pense que c'est vraiment l'envie de venir rejoindre l'aventure Urba Solar. On sait qu'au bout de 3 ans, voilà, il y a forcément cette partie expérience qui vient, et puis donc les personnes sont chassées, mais néanmoins, il y a un faible turnover, hein, chez Urba Solar. Donc je pense que c'est lié au fait que les personnes qu'on recrute sont vraiment sélectionnées et qu'elles partagent aussi nos valeurs, hein. Je rejoins aussi Monsieur Simon sur cet aspect valeur. Pour nous, ça va vraiment être des personnes qui sont intéressées par l'innovation, qui ont la passion des ENR, et puis aussi on aime bien les profils entrepreneurs. Donc voilà, après sur la partie salariale, donc je pense qu'en effet c'est un avantage et c'est probablement évidemment un aspect important du recrutement, mais il y a aussi ce côté culture d'entreprise et puis des événements qu'on organise qui permettent de souder les équipes. Voilà, on organise beaucoup de soirées, de team building, d'after work. On organise beaucoup d'événements, aussi bien par équipe que tous ensemble. On se retrouve avec la direction générale qui voilà, partage des moments avec nous aussi. Dernièrement, en 2019, on est par exemple partis tous ensemble à Biarritz pour un séminaire de 4 jours, ce qui permet vraiment voilà, de souder les équipes et puis aussi de fidéliser nos collaborateurs. Oui, effectivement, les séminaires à Biarritz, j'imagine que ça doit en santé probablement plus d'un de vos salariés. Je vous remercie, Laura, pour cette première intervention. Je vais maintenant donner la parole à Régis Olives, donc, qui est le directeur d'une école d'ingénieurs qui s'appelle SUPENR, qui, comme son nom l'indique, est vraiment dédiée au secteur des énergies renouvelables. Alors, d'une certaine manière, vous formez un petit peu les forces vives du secteur. Et donc, c'est assez intéressant d'avoir votre vision des choses. Bon, j'imagine que vos étudiants sont assez au courant du marché de l'emploi du secteur vers lequel ils s'orientent.
Donc finalement, comment agissent-ils par rapport aux recruteurs, par rapport aux entreprises? Est-ce qu'ils sentent cette forte demande et finalement, comment agissent-ils par rapport à elles? Quel comportement adoptent-ils? Donc oui, bonjour, merci à tous. Juste vite, je me présente, donc directeur de cette école d'ingénieurs qui fait partie du groupe INSA et qui du coup propose en fait à la sortie de 5 ans de formation des ingénieurs, certes dédiés aux énergies renouvelables, mais aussi avec des aspects très humanité, on va dire, donc dans lesquels on fait beaucoup appel à des compétences, on va dire, socio-économiques, environnementales, bien sûr, qui complètent la partie technologique, on va dire, du cœur de la formation. Donc, à ce niveau-là, pour juste revenir sur ce qu'a présenté Jens sur le marché, on va dire, je suis tout à fait d'accord sur les salaires, déjà. Je retrouve typiquement les 38, 42, 44 kilos euros brut annuel dans les études que l'on fait de notre côté. Et ensuite, je rebondirai sur les remarques qui ont été faites précédemment par Patrick Simon et Laura Blenard sur les valeurs en fait de ces personnes qui sont recrutées. Je dirais, moi je le vois surtout en amont, c'est-à-dire au niveau du recrutement. Il y a une très forte attractivité de la formation. Pour vous donner une idée, on a eu 3900 candidats pour la rentrée en post-bac à SUPENR, alors qu'on a 25 places. Voilà. Donc, ça vous donne une idée de la forte pression, on va dire, que l'on a sur le recrutement. Mais c'est surtout parce que ils viennent essentiellement pour une question de conviction, donc pour des valeurs. C'est ce qui fait qu'ensuite, c'est extrêmement facile de former ces étudiants motivés par ces convictions. Donc, ils ont réellement envie d'être formés sur des choses qui leur parlent. Et à la sortie, ils recherchent aussi des emplois qui sont en phase avec leurs convictions. Et ça, c'est extrêmement important parce que on le voit, ils sont attirés par des emplois et des entreprises qui sont réellement qui font écho avec leur quête de sens, on va dire. Donc ça, c'est je pense, extrêmement important de notre côté au niveau formation, mais aussi côté recruteur, parce qu'on le voit ensuite, et ça, je rejoins l'analyse de Jens aussi, sur le fait qu'au bout de 3 ans, en moyenne, 3 ans et demi, les ingénieurs, je parle juste des ingénieurs, ont tendance à changer d'emploi, d'entreprise. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont soit envie de changer juste parce qu'ils ont envie de changer, mais aussi parce que parfois l'entreprise ne correspond pas à leur conviction. Et ils ne sont pas en phase avec ces valeurs et du coup, ils vont changer. L'avantage qu'ils ont, eux, c'est que n'étant pas forcément très nombreux sur le marché, ils peuvent négocier leur salaire, d'où les salaires affichés en introduction. Et ensuite, ils arrivent à peut-être des fois à se leurrer un peu sur le côté senior avec uniquement 3 ans d'expérience. Et je suis tout à fait d'accord avec Patrick Simon sur cette analyse. On ne peut pas considérer qu'avec 3 ans d'expérience, on est un senior de cette activité. Je pense qu'il en faut plus. C'est aussi un peu l'objet de notre formation où on essaie de leur faire intégrer en fait ce genre d'aspect où il y a une certaine capacité à avoir, à acquérir des compétences, mais ça s'acquiert sur les années et non pas juste en très peu de temps. Donc, et puis pour rebondir aussi sur ces derniers aspects,
on a une génération là d'étudiants qu'on appelle maintenant génération climat, qui est plutôt dans l'action et qui n'a pas forcément comme premier critère le salaire comme choix, mais plutôt les convictions. C'est, je pense, extrêmement important, aussi bien donc côté formation que côté recruteur, à mon sens. Oui, vous faites bien de le rappeler, effectivement. Je vais prendre une première série de questions, puisqu'il y a beaucoup de questions qui ont été posées par le public. Visiblement, vos interventions ont beaucoup intéressé les personnes qui nous suivent. Et visiblement, des gens qui ne sont pas forcément dans le secteur des ENR, mais qui aimeraient bien y rentrer. Une question de Thomas qui nous demande quels sont les masters formation ENR les plus reconnus dans le milieu professionnel aujourd'hui. Peut-être une question pour Monsieur Simon ou Madame Blonard qui, voilà, quels sont les… Vous avez effleuré le sujet, hein, Patrick, en nous parlant de Sciences Po. Est-ce qu'il y a des écoles comme ça où vraiment vous faites votre marché, entre guillemets? Moi, je pense que sur le détail des diplômes, Laura saura mieux répondre que moi. Moi, je réponds d'une façon générale. Ce que j'ai indiqué, c'est que bon, on a évidemment besoin de métiers techniques, mais je trouve que les métiers techniques sont assez substituables. Trouver un spécialiste pour calculer, pour dimensionner une éolienne, je pense que c'est assez facile à trouver parmi toutes les formations qui existent. Moi, ce que je trouve plus difficile, c'est de trouver une personne, surtout une jeune personne, qui montrera suffisamment de maturité pour s'imposer sur le terrain, pour dialoguer avec toutes les parties prenantes. Les parties prenantes, ce sont les propriétaires des terrains sur lesquels on veut installer nos ouvrages, ce sont les élus des territoires avec lesquels on travaille, c'est l'administration, c'est parfois même la haute administration. Et ça, je trouve ça plus difficile. Et même finalement assez déconnecté parfois des diplômes, c'est-à-dire que c'est plus un tempérament, une personnalité. Néanmoins, si je dois shooter quelques formations, j'avoue que je suis assez séduit, moi, par les profils Sciences Po. J'ai eu à chaque fois beaucoup de satisfaction avec ces personnes-là. Donc, évidemment, bien souvent, pas très portés sur la dimension scientifique, mais qui sont très à l'aise quand il s'agit d'animer des débats publics ou d'animer des réunions, ou d'être convaincants quand il s'agit de rencontrer nos parties prenantes. Et on sait que dans les parties prenantes, il y a aussi parfois des opposants qu'il s'agit de maîtriser. Donc, c'est pour ça que j'insiste souvent moi, sur cette dimension humaine, et peut-être Laura saura compléter en expliquant d'après elle quels sont les diplômes qui correspondent à ce profil. Oui, alors pour moi, il y a deux types de compétences, entre guillemets. C'est si on parle de compétences très techniques, telles que des ingénieurs… pardon, excusez-moi. Vous m'entendez ? On vous entend parfaitement. Excusez-moi, j'ai cru que j'avais désactivé le son. Donc, oui, si on parle de compétences très techniques sur des postes, par exemple, en bureau d'études, tout simplement, on va être sur des écoles d'ingénieurs. Donc, alors, nous, on est partenarial, notamment, par exemple, de l'ENSECUB à Grenoble, qui est vraiment spécialisée sur les énergies et l'environnement. Après, on a également des ingénieurs des mines qui nous rejoignent régulièrement. L'INSA, le groupe INSA est aussi intéressant avec des bonnes formations. Donc ça, c'est plus pour le côté un peu technique. C'est vrai qu'on recherche principalement des compétences en électricité, souvent électricité, automatisme, gestion des énergies. Donc il y a quand même ce côté énergie qui est important pour nous, d'autant plus si la personne a fait un stage dans le domaine, là c'est vraiment le profil idéal pour nous. Et sur la partie plus prospection, développement des projets dont parlait Monsieur Simon, là on est plus sur des formations type master université, notamment par exemple. Il y a des masters gestion de projets environnementaux qui ont ouvert, et ça donne une compétence un peu plus théorique, et ils vont voir justement vraiment cette partie développement des projets qui est finalement moins technique qu'une école d'ingénieur.
voilà. Après, on va aussi sur la conduite de travaux, aller chercher dans des BTS, des licences également spécialisées en gestion des énergies. Il y a énormément de formations qui se sont ouvertes récemment. Et je pense que, en tout cas, ça intéresse de plus en plus de jeunes. On sent vraiment un élan vers ces formations qui, pour nous, correspondent vraiment à ce qu'on recherche en termes de profil. D'accord. Merci beaucoup, Laura. Jen, je vais vous donner la parole dans une seconde, mais juste avant, je voudrais… on a beaucoup de questions, hein, énormément de questions sur généralement des personnes qui ne sont pas dans le secteur des ENR, qui présentent un petit peu leurs compétences et qui se demandent si elles pourraient travailler dans le secteur des ENR. Finalement, c'est la question de la passerelle, c'est-à-dire de la capacité d'aller d'un secteur à un autre et de savoir comment ils seront accueillis par le secteur des ENR. Ça, j'imagine que vous, Jen Biking, vous avez certainement une vision assez précise de ça, puisque vous devez, pour vos clients, réunir un certain nombre de candidats. Est-ce que tous ces candidats font partie des ENR? Est-ce que vous cherchez des candidats issus d'autres secteurs? Et est-ce que ce phénomène de passerelle est vraiment effectif dans les énergies renouvelables, selon vous? Merci, Romain. Alors, ce phénomène n'est pas juste réel, il est carrément vital pour le secteur. On est dans un secteur qui crée de l'emploi. Donc, par définition, on a besoin d'attirer des profils aujourd'hui qui ne sont pas nécessairement dans le secteur. Et pour rebondir sur ce que Laura, Patrick et aussi Régis ont dit, je vois tout à fait que, notamment sur des profils orientés développement de projet, ancrage territorial des projets, ce qui est un aspect clé pour le secteur, que ce soit pour l'éolien ou pour le solaire photovoltaïque. On a aujourd'hui tout à fait une demande pour des personnes ayant travaillé dans le domaine de l'aménagement du territoire, sur des projets d'envergure, qui nécessitent de la concertation, qui nécessitent aussi une adhésion des parties prenantes. Idem aussi sur l'aspect sécurisation foncière. Et ça va intéresser, je pense, aussi les personnes qui sont en reconversion professionnelle, et notamment dans la situation actuelle avec l'impact de la crise Covid, de trouver des personnes qui ont l'expérience de travailler, par exemple, dans l'expansion foncière de la distribution, de la grande distribution, dans la promotion immobilière aussi. On arrive à identifier des profils, des personnes qui ont des compétences qui sont facilement transposables. Et ces personnes-là, en règle générale, sont souvent aussi prêts à revoir leurs prétentions salariales afin de pouvoir entrer dans un secteur qui a du sens. Et qui souvent, ces personnes-là s'inscrivent souvent aussi dans une logique d'adhésion à l'entreprise qui est plus forte que pour quelqu'un qui vient de commencer sa vie professionnelle, qui après 2-3 ans, effectivement, aura la tentation de partir parce qu'un niveau de rémunération beaucoup plus élevé lui sera proposé. Et je vois aussi, je confirme tout à fait ce que Patrick a dit un peu plus tôt, le salaire n'est pas tout, loin de là. Donc il faut voir que ce soit les valeurs de l'entreprise, que ce soit l'esprit d'équipe, comme Laura l'a dit aussi. Il y a un tas d'éléments qui rentrent en jeu. Il faut voir aussi, est-ce que je trouve ce sens que j'ai, peut-être pas là où je suis aujourd'hui, est-ce que je le trouve dans l'entreprise où je veux aller, sur le poste où je veux aller. Et les passerelles sont, pour développer cela un peu plus, au-delà, je veux dire, de l'aspect promotion immobilière ou du secteur de la promotion immobilière, de l'expansion foncière, de la grande distribution, voire même de l'hôtellerie, de la restauration. On a aujourd'hui des exemples à ce niveau-là. On se rend compte les
compétences sont facilement transposables, mais il faut apprendre ce que c'est faut leur apprendre ce que c'est l'éolien, ce que c'est le solaire photovoltaïque. Mais je pense, vu la taille des équipes et vu les compétences en interne dans le domaine des ENR, ce n'est pas insurmontable, au contraire. On voit aussi des passerelles, par exemple, l'oil and gas, vers les énergies marines, qui sont en train de se développer de façon importante aujourd'hui. On voit aussi des passerelles de l'efficacité énergétique, notamment vers le solaire photovoltaïque, par exemple. Et aussi une passerelle qui est assez intéressante, des collectivités territoriales vers le développement ENR, parce que je reviens à ce que j'ai dit un peu plus tôt, ce qui est recherché, très recherché aujourd'hui dans les ENR, c'est de créer l'adhésion dans les territoires. C'est clé, c'est déjà essentiel aujourd'hui pour l'éolien, ça sera probablement demain aussi pour le solaire photovoltaïque, tout au moins sur des projets d'envergure. Et il y a un tas de secteurs où cette notion de créer l'adhésion est très répandue, où à mon avis, les ENR peuvent trouver des compétences, de l'inspiration, de la méthodologie, parce qu'il faut se dire bien aussi que nous sommes dans un secteur qui est encore relativement jeune. Et le fait qu'on arrive aujourd'hui à attirer des profits qui viennent d'autres secteurs qui sont beaucoup plus établis, est aussi un signe de la maturité du secteur des ENR aujourd'hui. On arrive à attirer ces personnes, mais on arrive aussi à les intégrer. D'accord. Donc, si je résume, effectivement, des passerelles, elles existent, elles sont déjà présentes. C'est surtout un état d'esprit et des valeurs et des compétences qui sont transposables. Donc, pour toutes les personnes qui nous ont posé des questions sur est-ce que je peux rentrer dans le secteur des ENR à partir de… Finalement, on a envie de leur répondre, c'est surtout votre état d'esprit qui va compter et vos compétences, hein, plus que votre diplôme en lui-même. Le temps file, donc on va avancer. Je propose peut-être d'aborder les conditions de travail dans vos entreprises et ça n'a échappé à personne. Ces derniers mois ont forcément été des mois très particuliers en matière de conditions de travail. La crise sanitaire a finalement massifié le télétravail. J'aimerais savoir un petit peu comment ça se passe dans vos entreprises respectives, Laura et Patrick, en matière de télétravail. Qu'est-ce que cela change finalement pour vous? Et est-ce que ça a un impact en termes de recrutement, cette massification du télétravail? Peut-être Monsieur Simon au premier, puis Madame Blenard. Alors évidemment, la situation a bouleversé notre façon de travailler. Donc là, je ne vais pas m'étendre sur les conditions de travail à proprement parler, c'est-à-dire le télétravail qui aujourd'hui est plutôt la norme, toutes les règles qu'on impose à nos salariés présents sur les sites, etc. Bon, ça, c'est assez banal et je pense que c'est partout. Sur l'impact lié à notre sujet du recrutement, nos métiers, en tout cas ceux de DP renouvelables, sont des métiers de long terme. Développer un projet, ça prend 10 ans. Avoir subi un ralentissement ou une épreuve là, qui nous a gênés pendant 3 mois ou maintenant 6 mois, ce n'est pas grand-chose dans la vie d'un projet. C'est la raison pour laquelle on n'a absolument pas changé nos objectifs de recrutement. Je constate même que pour les activités de court terme, c'est-à-dire l'exploitation des sites ou la construction, l'impact a été très faible, c'est-à-dire qu'on a maintenu pratiquement tous nos objectifs en termes de timing de construction, par exemple, ou en termes de production d'électricité. Donc, au final, on maintient presque inchangé, enfin même, je veux dire inchangé, nos objectifs au sens où on pilote l'entreprise par des objectifs. Les objectifs 2020 sont maintenus et les objectifs de moyen terme sont absolument maintenus, voire renforcés. Donc, le recrutement dans ce contexte est maintenu. C'est pour ça que j'indiquais on est à peu près une vingtaine de recrutements en 2020 et on va poursuivre sur cette dynamique. Évidemment, les conditions de recrutement sont compliquées parce que bien souvent, on ne peut pas rencontrer les candidats en physique. On a opéré plusieurs recrutements, on va dire totalement virtuels, sans jamais rencontrer physiquement la personne. Peut-être Laura pourra en parler davantage, peut-être à Montpellier c'est différent, mais à Paris c'est comme ça que ça se passe. Et je dirais, pour moi, ça n'a pas créé
autant que je puisse juger maintenant, on n'a pas suffisamment de recul sur ces personnes qu'on a recrutées, mais il me semble qu'on a réussi à recruter les mêmes personnes qu'on aurait recrutées probablement si on avait pu se rencontrer. Satisfait de ces recrutements. Je dirais qu'une interview virtuelle permet aussi d'identifier plein de critères sur le candidat, sa façon de se présenter, de s'exprimer, d'être à l'aise ou pas devant la caméra, de respecter les silences, la dynamique de la conversation. Ça permet aussi finalement de voir comment, et souvent nous on a des jeunes candidats, comment les candidats sont à l'aise avec l'outil. Je vois par exemple, on est 6, là on a préparé la réunion une vingtaine de minutes avant qu'elle commence. On voit qu'on n'est pas tous aussi à l'aise devant nos caméras, à savoir si le son est bon, pas bon, etc. Donc pareil, on voit des jeunes qui sont tout de suite très à l'aise, qui ont bien réglé leur caméra, qui présentent bien. Tout ça, ça renvoie des signaux qui, à mon avis, sont intéressants pour juger un candidat. Donc, je dirais que cette phase, à proprement parler de recrutement, on arrive à bien la gérer. Moi, ce qui me préoccupe davantage, c'est une fois cette personne recrutée, c'est les premiers mois dans l'entreprise. Et là, en ce moment, ça, je me rends compte que c'est difficile. C'est-à-dire qu'on a recruté des personnes qui, encore pendant 3 mois, n'ont toujours pas rencontré leurs collègues. Ont passé tout leur temps pratiquement, bon, on organise quand même quelques rencontres physiques, mais en gros, ils sont toujours chez eux. Je pense que c'est dur pour nous, parce que c'est dur pour préparer, former la personne à nos outils, nos processus, etc. Mais ça doit être très dur pour les nouveaux recrutés, parce que comprendre leur rôle, comprendre ce qu'on attend d'eux, trouver leur chemin dans une organisation sans jamais pouvoir rencontrer leurs collègues, ça, je pense que c'est ça le vrai défi. Et c'est là-dessus qu'on travaille aujourd'hui. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Hein. Honnêtement, je pense qu'on ressent on a à peu près la même situation chez Urba Solar. Donc en effet, en termes de recrutement, nous, ça n'a pas, en tout cas, ça n'a pas modifié, ça n'a pas gelé du tout des offres en particulier ou quoi. Au contraire, moi, j'ai continué de recruter donc pendant le confinement en home office avec des visios, et donc ça a finalement modifié plutôt les méthodes de recrutement et les échanges qu'on avait avec les candidats. C'est vrai qu'on aime bien rencontrer aussi les personnes en physique. En l'occurrence, là, c'était pas possible, donc on s'est adapté tout simplement. Et au final, pendant 2 mois, donc le recrutement a continué avec à chaque fois une date de démarrage qui devait se faire au retour à la normale. Donc, on était plutôt finalement en attente de ça, de savoir à quel moment est-ce qu'on allait pouvoir lancer les personnes sur leur poste. Pour tout vous dire, finalement, depuis entre mai et aujourd'hui, on a eu une quarantaine de personnes qui nous ont rejoints. Tout métier confondu, alors beaucoup d'alternants également de stages, mais des CDI. Hein. Donc finalement, ça n'a fait que retarder de 2 mois tous ces recrutements. Et je pense que les ENR, c'est un secteur qui connaît une telle croissance que finalement l'impact il a été beaucoup moindre que dans d'autres domaines d'activité. Alors oui, sur la partie construction des chantiers, évidemment, il y a eu quelques retards comme dans toutes les entreprises où il y a une dimension de construction, mais finalement c'est un retard qui va être absorbé et qui n'aura pas d'impact en tout cas sur la croissance de l'activité. Sur la partie télétravail, donc nous, c'est vrai qu'on s'adapte également. Alors, ça nous a permis justement peut-être de mettre en place de nouveaux modes avec ce télétravail qui n'existait pas avant, et ça fonctionne. Donc, on continue, en tout cas, on continue actuellement, et chacun s'adapte avec voilà donc au siège des permanences différentes, des horaires différents, etc. Donc on s'adapte, mais les équipes, comme elles sont plutôt soudées de base, ça finalement, je pense même encore plus souder les équipes qui ont vécu cette période un peu particulière. D'accord.
Peut-être une question sur le télétravail pour poursuivre en matière de le lien entre le télétravail et le recrutement. Vous avez tous bien expliqué qu'il y avait des profils qui étaient durs à trouver. Est-ce que d'une certaine manière, le développement du télétravail pourrait vous permettre d'atteindre des candidats qui étaient finalement pas situés au bon endroit, c'est-à-dire probablement trop loin de vos antennes et qui aujourd'hui peut-être seraient des candidats envisageables pour vous? Oui, alors après, tout dépend de la nature du métier. Il y a certains métiers qui permettent du coup un travail à distance, et il y en a d'autres où on va être vraiment sur une nécessité de venir en entreprise, de par l'accès aux outils également. L'équipe, nous chez Urba Solar, donc on a le siège à Montpellier et des agences un peu partout en France. Donc ces personnes finalement sont déjà à distance. Donc, mais par contre, on a quand même besoin d'avoir des antennes avec des bureaux. Donc, ce home office est possible, mais pas sur tous les types de métiers, j'ai envie de dire. D'accord. On a énormément de questions de la part du public. Monsieur Simon, tout le monde est à peu près d'accord avec vous. J'en ai une. Monsieur Simon, je ne peux que souscrire à vos propos. Cependant, il me semble que la question des valeurs partagées avec l'entreprise, l'adéquation avec le management proposé par telle ou telle entreprise sont des sujets qui parlent plus à des gens expérimentés ayant déjà un parcours professionnel conséquent. Donc, finalement, c'est plus une observation qu'une question, mais je vais quand même la transformer en question pour vous, Régis Olives. Donc, visiblement, cette question de valeur serait, selon cette personne, mieux prise en considération, on va dire, par des salariés qui ont une certaine expérience professionnelle, plutôt que des jeunes qui n'ont pas finalement encore cette capacité à donner de la valeur justement à ça. Est-ce que vous partagez cette observation d'un de nos spectateurs? Et est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu ce que vous disent vos étudiants? Qu'est-ce qu'ils recherchent finalement dans une entreprise, vos étudiants? Alors, moi, je ne suis pas forcément tout à fait d'accord parce que je les vois arriver avec une grande conviction et ils ne sont plus dans le constat, ils sont dans l'action et donc ils veulent vraiment agir. Et des entreprises qui déploient des ENR, pour eux, c'est un mode d'action intéressant. Donc, ils vont plutôt se tourner vers ce genre d'entreprise tout en sachant qu'il faut que ça au niveau environnement de travail, on va dire, ça coïncide aussi avec leurs valeurs. Mais je dirais, il n'y a pas besoin d'attendre plusieurs années pour être convaincu de ce mode de fonctionnement, on va dire. Et je pense qu'ils sont plutôt très engagés, on va dire, dans l'action et du coup, très motivés aussi pour œuvrer dans ce genre d'entreprise. Alors après, juste pour ce qui parfois les interpelle, c'est le fait qu'on ait à leur dire, mais on parlait d'acceptabilité en fait sociale. Il faut qu'ils aient acquis durant la formation des compétences non seulement technologiques, certes, techniques, mais aussi des compétences en termes d'aspects concernant le socio-économique, on va dire. Donc la partie modèle économique, la partie marché, la partie aménagement du territoire, droit de l'environnement, des choses de ce style, qui font que ça fait un tout vraiment cohérent et c'est ce qu'on essaie de faire, nous, au niveau de l'école, hein, c'est d'apporter ces compétences qui sont apparemment aussi très recherchées, enfin, plus qu'apparemment. Et je pense que c'est parfois cet aspect qui les interpelle et qui, sur le coup, ils ne sont pas forcément trop d'accord, on va dire, mais après, ils comprennent très vite que pour arriver à déployer les ENR, il faut arriver à aussi avoir ces compétences-là. Et ça, c'est, je pense, extrêmement important et c'est ce qu'on essaie de faire. Et c'est ce qui permet aussi, nous, c'est ce qu'on propose à l'école, de créer des passerelles entre des métiers, parfois pas forcément toujours similaires, on va dire, donc, type commerce, type développement divers et variés.
D'accord. Et en particulier vis-à-vis des collectivités territoriales qui sont énormément en demande de ce type d'emploi. D'accord. Je rebondis sur ce que vous venez de dire. Vous parlez de collectivité. Ils s'orientent vers quoi, vos étudiants, généralement, une fois diplômés? Plutôt des grandes entreprises, plutôt des développeurs type ETI, type Urba Solar, ou encore plus petits? Alors, je dirais que c'est la Qu'est-ce qui leur plaît? particularité. C'est la particularité du secteur des ENR, c'est qu'on a, nous, enfin, c'est ce qu'on constate, à peu près un tiers des élèves ingénieurs qui s'orientent vers des bureaux d'études, donc des petites structures de moins de 20 salariés, on va dire. Un tiers entre 20 et 250 salariés et un tiers au-delà de 250 salariés. Voilà. C'est la tendance que l'on voit. Donc, c'est très varié, mais c'est parce que le secteur aussi des ENR est très varié. On a énormément de startups aussi qui se montent, des bureaux d'études qui œuvrent dans des secteurs ciblés ou non. Et du coup, ça se répartit quand même assez bien, ce qui donne un grand choix aussi à ces élèves ingénieurs à la sortie de la formation. Oui, bien sûr. On a une question sur l'éolien en mer que je poserai à James Beeking. Une question de méthodologie. Déjà, savoir si l'éolien en mer est intégré à l'étude. Alors, elle n'est pas intégrée dans l'étude parce que l'échantillon n'était pas assez représentatif. Mais le cabinet Elatos a tout de même réalisé des recrutements dans ce secteur-là. Donc, il a une certaine vision. On a observé des salaires qui étaient d'ailleurs assez élevés. Donc, question pour vous, James. Y a-t-il une tendance particulière sur le secteur précis de l'éolien en mer et quel type de profil rencontrez-vous pour ces postes-là? La tendance est à la hausse pour l'éolien en mer parce que les projets sont en train de prendre forme. Ces dernières années, on était d'abord dans une phase de développement. On arrive aujourd'hui à la phase pré-construction, voire même construction. Donc, il y a actuellement des besoins qui se concrétisent sur cette partie de la chaîne de valeur. Et les profils demandés sont souvent des profils qui ont une expérience à la fois dans un contexte de construction de projets offshore, de réalisation de projets offshore, avec tout ce que ça veut dire aussi en matière d'enjeux logistiques qui sont à intégrer. Je reviens à ce que j'ai dit un peu plus tôt, la passerelle de l'oil and gas vers les énergies marines, elle est tout à fait réelle. Et tant que le cours du baril est si bas, ça va continuer. Donc, soyons bien clairs. Je pense dans une logique aussi de recherche de sens et de prise de conscience, les énergies marines, l'éolien flottant, l'éolien posé offshore, sont des énergies qui ont toute leur place et qui attirent beaucoup de gens. Ce qu'il faut se dire aussi, il y a quand même aussi un développement de technologies aussi, comme par exemple dans l'éolien flottant, qui est un marché encore plutôt en phase de pré-industrialisation. Il y a certes quelques fermes pilotes aujourd'hui, il y a des appels d'offres qui arrivent, qui sont arrivés aussi ces dernières années. Mais à mon avis, c'est un secteur qui va se développer aussi fortement avec des projets industriels derrière. Donc, je ne peux qu'encourager les gens qui, à ce niveau-là, peuvent apporter de la compétence qui est à la fois technique, qui est à la fois orientée aussi en ancrage territorial des projets, notamment dans un milieu marin, mais aussi réalisation des projets, notamment intégrant les particularités des projets offshore, qui sont souvent logistiques, comme je l'ai dit. Ça, c'est certainement un secteur qui va se développer fortement dans les années à venir. Il y a aussi une particularité, je crois que c'est un secteur où on est plus facilement ouvert, côté entreprise, à considérer les profils étrangers. Parce que le savoir-faire est souvent aussi à l'étranger.
dans l'éolien marin. Et le savoir-faire offshore est souvent aussi à l'étranger. Ça ne veut pas dire juste des gens, des profils étrangers au sens propre, mais aussi des profils qui ont l'expertise, qui ont travaillé à l'étranger et qui peuvent, à ce niveau-là, apporter aussi leurs compétences, leur valeur ajoutée. D'accord, merci beaucoup James pour votre interprétation sur l'éolien en mer. Je vois qu'il est 10h15 et bon, on a promis à nos intervenants de ne pas leur bloquer toute la journée non plus. Donc on va probablement conclure. Un secteur donc qui, pour résumer, hein, qui embauche énormément, pas seulement des gens du secteur, mais qui s'ouvrent vraiment aux autres secteurs. Donc, parmi les spectateurs, si certains souhaitent intégrer les énergies renouvelables, bah, sachez que c'est surtout une question de compétences transposables et d'état d'esprit. On a beaucoup parlé de valeurs, ce qui est intéressant sur une étude pour les salaires. Des salaires, oui, mais aussi des valeurs. Et des conditions de travail et surtout une adéquation entre ce qu'on a envie de faire et ce que peut proposer l'entreprise. Je vais donner la parole pour conclure à Patricia Laurent, qui est la directrice de la rédaction de Green Univers, pour conclure ce débat. Merci. Merci beaucoup Romain. Alors effectivement, un grand merci à notre panel. Je crois qu'effectivement ce webinaire était riche d'informations à la fois concrètes sur les salaires et puis effectivement sur les tendances. Donc merci beaucoup à nos speakers. Effectivement, il y a les éléments que tu viens de rappeler Romain, et puis bien, on voit les passerelles qui se développent pour recruter des profils dans d'autres filières, les conditions de travail qui évoluent, le télétravail effectivement auquel il faut s'adapter, que ce soit pour le recrutement ou après dans les postes. Donc plein de choses à retirer, je pense, de ce webinaire. Vous retrouverez donc tous ces éléments sur les tendances et les informations sur les salaires dans le dossier que nous allons publier dans quelques minutes donc sur le site Green Univers en accès libre, comme l'a dit Romain, avec les informations d'Elatos, donc sur les données sur les salaires. Et puis, bien, je vous invite à consulter toute notre rubrique emploi, que vous soyez recruteur, que vous soyez candidat à un changement de poste, avec un petit cadeau de rentrée, puisque jusqu'à la fin du mois de septembre, pour les recruteurs, nous proposons une petite offre de réduction de 10% pour tous ceux qui sont intéressés. Voilà, c'était ma page commerciale de fin. Merci encore à nos speakers et merci à tous les spectateurs qui ont participé à ce webinaire. Et je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Merci. Au revoir.